Muteki Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Salut à tous pour Muteki, une heure de son japonais. On a commencé par une chanson toute mignonne. Hokyoku Yakaten no Concierge-san. En français, Le Grand Magasin. C'est un film d'animation qui est sorti en 2023, qui est un peu injustement passé à travers les radars, qui était surtout, marketé pour les enfants, en fait, qui raconte les histoires mignonnes, touchantes et tirées de romans jeunesse, évidemment. D'une concierge dans un grand magasin qui s'occupe d'un grand magasin dont les clients sont tous des animaux qui sont évidemment donc tous différents, avec des besoins différents, avec des modes de vie différents. Bref, c'est très humain, c'est très mignon, c'est très feel good. Ça fait partie de ces films d'animation dont on aurait pu d'ailleurs passer la chanson à l'époque, puisque généralement on accompagne ces sorties-là, même si on n'est absolument pas partenaire ou quoi que ce soit, mais simplement en fait c'est aussi l'occasion de présenter d'ailleurs les chansons thèmes de ces œuvres-là. Ben là ça n'avait pas été le cas, bizarrement, parce qu'on devait certainement dû avoir un programme chargé à l'époque, mais encore une fois on vous le conseille. Voilà, si vous le trouvez évidemment en DVD, en Blu-ray, que sais-je encore. Comment ça va vous deux ? Ça va. Ça va, voilà. Toi, on t'entend pas du tout. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Vas-y, essaie de parler. La fatigue. Ah voilà, c'est la mieux. fatigue. C'est mieux là. Voilà. Moi aussi je suis fatigué. Léo avec nous, Elias avec nous, évidemment. On est 3 au micro, mais on sera 5 dans cette émission. Pourquoi ? Parce que on a la deuxième et dernière partie de l'interview de Otabunka et Léa Yuna. On les rappelle, Otabunka, ce qu'on doit encore le présenter, youtubeur, streamer, spécialiste manga devant l'éternel, et surtout en fait animateur de pas mal de petits jeux justement sur sa chaîne à lui. En bande, généralement ils sont plusieurs, avec des quiz, des blind tests autour des mangas, des personnages de manga, surtout beaucoup des personnages de manga shonen. Et Léa Yuna qui chante, qui stream et qui chante, parce qu'elle a fait beaucoup de covers. Elle a sorti une nouvelle chanson il y a quelques semaines, on l'avait passée, Sweet Secret. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Léo, on aura une bataille des décennies. On aura une bataille des décennies avec un thème très particulier et cher à mon cœur, Zelda. Oh mais tu le mets carrément d'emblée quoi. T'annonces la couleur. Après on mettra les extraits comme tu le proposes. Il y a 2 chansons de 2 décennies différentes, 2 Zelda. Bon, vous devinez les 2 décennies, je pense. Après oui. Ok. J'ai un vague feeling. Tu as un vague feeling, oui. Et j'ai 2 anecdotes sur les 2 chansons. I have a bad feeling about this. Good feeling. Good feeling about this. On enchaîne directement, je pense, sur l'interview. Otabunka et Léa Yuna, on les avait rencontrés à Japan Expo ensemble avec toi, Elias. Tout à fait. C'était mignon en plus. C'était adorable, et puis même en soi, avoir fait l'interview avec eux, ils étaient très, très humains, et en fait ils forment un bon duo, parce qu'en fait ils se complétaient, ils se répondaient, une très très bonne interview, franchement. Et qu'on va découvrir, alors dans laquelle on parlait de leur parcours aux uns et aux autres, mais là on va parler de tourisme et de surtourisme, voilà pour la thématique. On va commencer d'ailleurs justement par les choses qui fâchent. Alors le principe c'était qu'ils étaient venus à Japan Expo avec leur sponsor qu'on ne citera pas, mais qui étaient venus en fait faire des présentations de régions dans lesquelles ils avaient été invités à visiter des régions qui sont sous-exploitées touristiquement. Ce sera l'occasion justement d'en parler, mais surtout on va commencer par les choses qui fâchent et la cohue, on va dire, des touristes vers les mêmes photos Instagram. Voilà, donc on va commencer déjà par le contexte dans lequel c'est fait leur voyage au Japon. Ensuite, chacun va nous présenter la préfecture, le département en français, dans lequel ils ont été invités à faire des activités, filmer, etc., etc. Et on va accompagner ça d'une artiste à chaque fois de la préfecture en question. Et oui. Donc il y a des fois où en fait, comme c'est des préfectures qui sont pas très connues, il y a eu un choix d'artistes qui a été des fois un peu compliqué, vous allez comprendre, on va vous expliquer. Allez, c'est parti, Otabunka et Léa Yuna sur Muteki. Ensuite, un petit peu de musique. Et on va parler peut-être aussi d'une des raisons de votre venue ici à Japan Expo, qui est ce fameux trip au Japon. Question con, hein. Alors, comment c'était ? C'était horrible.
Non, Voilà. bien évidemment, Non, c'était fabuleux. Qu'est-ce qu'on peut répondre d'autre? De toute façon, tous les gens qui vont au Japon, je pense, ont la même réponse. C'est incroyable et c'est horrible de revenir à Paris après un voyage pareil. Non, je pense la même chose. Alors, Léa, du coup, c'était sa 2e fois au Japon. Moi, c'était ma 4e fois. Que j'y allais, donc j'étais un peu plus habitué. Mais ce qui est bien, c'est que là, ce voyage au Japon, c'est pas n'importe quel voyage. C'est un voyage où on allait dans des préfectures au Japon, d'endroits pas trop connus. Et en fait, c'est justement les préfectures qui nous ont payé, voilà, qui nous ont payé tout le voyage, etc. Pour qu'on aille partager ces fameux lieux où personne ne va, parce qu'ils nous ont dit, en fait, on est très triste parce qu'on voit partout sur les réseaux et partout que tout le monde va au Japon. D'ailleurs, on parle de surtourisme au Japon, à la télé, il y en a beaucoup qui parlent de ça. C'est très médiatisé, sauf que c'est du surtourisme à Tokyo, à Kyoto et à Osaka. C'est le triangle magique. Quand quelqu'un y va, en tout cas pour la première fois, il va forcément au moins juste faire Tokyo ou faire Tokyo-Kyoto. Et pour ceux qui y vont pour la 2e ou 3e fois, ils vont un peu naviguer sur Osaka, ou peut-être Nara même pour aller voir les biches. Mais les daims, pardon. Pour aller voir les daims. Mais bon, voilà. Mais globalement, eux... ils sont solo. C'est-à-dire que tu prends un train juste pour 1 heure de plus de Osaka et tu peux découvrir des lieux où il n'y a personne. Des lieux que j'ai visités du coup et c'est magnifique. Avant d'aller un petit peu plus en avant, puisque chacun en plus avait sa région, chacun avait sa préfecture, vous n'étiez pas tous les deux, il y avait carrément toute une équipe. Mais justement, pour terminer avec cette question-là d'abord, est-ce que vous l'avez senti? J'imagine que vous êtes arrivé par Tokyo, je veux dire, vous n'avez pas vous êtes arrivé à Osaka en plus de ça, donc j'allais dire, mais vous êtes quand même pas arrivé à Shimane directement ou que sais-je encore. Mais globalement, est-ce que vous avez quand même senti ce surtourisme avec ces hotspots de gens qui cherchent tous la même photo Instagram en quelque sorte? À Osaka, je l'ai pas trop senti. Malgré le fait qu'il y avait l'exposition universelle, ça a quand même attiré beaucoup de touristes. Mais je pense que le lieu dans lequel on était n'était pas trop fréquenté. En revanche, à Kyoto, après notre voyage, on s'est quand même fait 4 jours à Kyoto. On a été vraiment choqués du surtourisme parce que on venait de faire nos régions dans lesquelles il n'y avait personne. Donc ça nous a fait un énorme contraste. Et Kyoto, en fait, au bout du 2e jour, je crois, on s'est dit c'est invivable. Je pense qu'avant, on s'en rendait pas compte, mais là, d'être allé dans des régions où il y avait personne, on s'est rendu compte à quel point le surtourisme, c'est invivable. Et en fait, tu profites plus du tout du lieu parce que tu vois tout le monde, exactement comme tu viens de dire, essayer de faire la photo parfaite, où il y a personne, avec le bon cadrage. On n'est pas là pour ça, on est là pour profiter du Japon, découvrir des lieux. Et ça, c'était un peu difficile, c'est vrai. Bon, parlez-nous un petit peu, vous l'avez déjà fait sur scène, parlez-nous un petit peu des préfectures dans lesquelles vous êtes allé, peut-être honneur à madame. Alors moi, je suis allée à Nara et j'étais très contente parce que elle fait partie des villes quand même assez connues parce que c'est proche de Osaka, mais j'étais très contente de la faire parce que je voulais la faire lors de mon premier voyage et on n'avait pas eu le temps. Et c'est une ville très connue pour ses daims, pas ses biches, mais il n'y a pas que ça et j'ai pu découvrir plein d'autres trucs et apprendre aussi de la vraie culture des vrais gens qui habitent là-bas et ça c'était génial. Donc j'avais une guide qui était avec moi qui parlait français-japonais. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette interprète avec moi et j'ai eu énormément d'activités. Donc j'ai appris à fabriquer un bâton d'encre et à travailler la calligraphie japonaise avec un vrai calligraphe. J'ai visité des lieux, j'ai été invitée dans des lieux où j'avais un chef cuisinier, on m'a habillée dans un kimono, j'ai rencontré les fameux daims à qui j'ai pu donner les petits gâteaux. J'ai fait des balades en vélo vraiment dans la campagne japonaise avec des beaux paysages. J'ai vu des rizières, des vraies rizières japonaises. Et j'ai fait mon activité préférée, je crois, ça a été la cueillette de fraises ou dans une vraie serre japonaise avec plein de fraises. On me donnait des ciseaux, je pouvais couper et manger pendant 30 minutes des fraises à volonté. Donc pas que la ville de Nara. C'était vraiment collé à Nara, ça s'appelait Kashihara. Et c'est collé à Nara, donc ça fait partie quand même de la préfecture. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis visiter des quartiers pas du tout connus. Il y avait un quartier qui s'appelle Imaicho. Et en fait, on peut avoir les mêmes photos qu'à Kyoto dans les petites rues là, sauf que là il n'y a personne et c'est pas du tout connu et c'est tout aussi beau. Et même dans ces rues là, il y a des espèces de maisons musées où on expose en fait des vases, des livres anciens. Donc c'est super riche en culture et c'est trop dommage que ce soit pas connu. Et j'ai fini mon voyage sur la colline, comment ça s'appelle, le mont Katsuragi, où en fait tu montes avec un téléphérique à plus de 1000 mètres d'altitude et tu as une vue sur une vallée pleine d'azalées rouges, donc des fleurs rouges à perte de vue et c'est un paysage
il en existe pas ailleurs, quoi. Donc Nara, magnifique expérience. Ok, donc déjà Nara. Moi, je ne peux que confirmer, puisqu'on y est allé à Nara. Après, t'avais pas l'impression d'avoir des daims qui t'attendaient en disant bonjour madame, t'as pas un truc à grailler? Enfin, ouais. On sent qu'ils sont habitués aux touristes quand même, ces petits daims, mais ils sont quand même mignons. Moi, j'adore les animaux, alors j'étais comblée. Oui, ça c'est sûr, effectivement. Et juste à l'instant, une artiste originaire de la préfecture de Nara. Et qui d'autre que Thelma
Aoyama. J'ai eu beau chercher, hein, c'est pas la seule chanteuse ni musicienne à être originaire de la préfecture de Nara, mais c'est pas très peuplé, hein, faut dire aussi ce qui est. C'est vraiment sur le côté de la grande mégapole osakanaise. Mais bon, du coup, c'est surtout elle qui casse la baraque. Il y en a d'autres, hein, on pourrait en citer d'autres, mais le souci, c'est qu'il y a des membres de groupe éventuellement, mais dans ce cas-là, les groupes, eux, ne sont pas nécessairement originaires de Nara, donc ça ne compte pas. Et le mec, il est un peu psychorigide. Et non, mais il faut vraiment, histoire de jouer le jeu, autant aller jusqu'au bout. Et effectivement, Thelma Aoyama, ça fait maintenant 20-25 ans, ou une grosse vingtaine d'années, on va dire. Voilà, qu'elle est dans le game. Et elle avait commencé avec un double single avec Soulja, où ils se répondaient. En fait, il y avait une histoire. Il y avait Sobani Ilune d'un côté et Kokoni Iluyo de l'autre. Et à chaque fois, c'était Thelma Aoyama featuring Soulja d'un côté, et c'était Soulja and Thelma Aoyama de l'autre. On les avait passés d'ailleurs plusieurs fois à l'émission à l'époque. C'est bizarre de dire ça, effectivement. Donc la chanson en question, Nandomo, à retrouver évidemment sur toutes les bonnes crèmeries en ligne. Et alors on parlait en effet de tourisme. Et Elias, tu voulais réagir un petit peu ? C'est le fait que ce qu'ils ont dit, je suis jamais allé au Japon et j'ai pu du coup me confronter à ton avis à toi qui est déjà allé au Japon. Léo surtout. Et Léo aussi. Et c'est le fait que c'est comme ça dans beaucoup de pays, mais c'est ça dans ces pays en fait qui ont cet aspect très mode, très trend. C'est autant en fait pour Paris que pour certaines villes d'Amérique. Et pour le Japon, c'est encore pire. De la même manière que certains quartiers de Paris sont désertés par les Parisiens. C'est marrant parce qu'il y a quelques cartes qui circulent sur le net. Alors est-ce qu'elles sont vérifiables ou pas ? Mais vous avez a priori des cartes qui donnent des aperçus. Alors c'est des aperçus très imparfaits, mais de quartiers qui sont plutôt fréquentés par les Parisiens, plutôt fréquentés par les touristes. Et vous voyez qu'il y a une vraie ségrégation, mais ne serait-ce que dans la ville de Paris. Alors il faut s'imaginer au Japon, c'est fois 1000 quoi. Et puis il faut se dire après que derrière, si on va, comme ils ont dit en fait au Bunka et les Ayunas, si on va chercher en fait d'autres petites villes à côté, en fait on peut trouver des paysages, des photos encore plus belles et des rencontres beaucoup plus intéressantes que simplement avec toute la populace et tous les gens qui se rencontrent. Ouais, après encore une fois, c'est très vrai pour les villes très touristiques comme Tokyo, Osaka, comme ils le disent en fait, Kyoto. Après encore une fois, quand tu vas pour la première fois, tu ne peux pas ne pas aller aux immanquables. C'est-à-dire que tu peux pas dire je vais aller 10 km dans la banlieue de Kyoto parce que j'ai pas envie d'aller à Kyoto à cause du tourisme. Tu y vas parce que ça reste ton premier voyage, quoi. Donc tu vas voir le Kiyomizu-dera, tu vas voir le temple doré, tu vas aller voir. La question qu'il faut du coup se poser, c'est quand il faut y aller. Voilà. Et donc, il faut programmer son voyage ses visites pour que tu n'ailles. Enfin, il faut aller très tôt, en gros, pour visiter les temples. Mais c'est possible. À 6h du matin, je crois, ou 7h du matin, c'est ouvert. Donc, on peut y aller très tôt. C'est ouvert très tôt. Donc, on peut y aller, mais ça ferme très tôt. Donc, de toute façon, voilà. Mais oui, le surtourisme, c'est surtout vrai au Japon, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte. À Paris, c'est pipi de chat à côté du surtourisme japonais. Hein. C'est surtout vrai. Incroyablement. Enfin, moi, j'y suis allé, je l'ai vu, c'est. Ouais, t'as pas envie d'y vivre, quoi. T'as pas envie d'y vivre, c'est clair. T'as pas envie d'y aller, quoi. Et c'est surtout vrai, comme ils le disent, sur quelques spots qui sont iconiques, qui sont trendy, que tu vois ad nauseam sur les réseaux sociaux, qui sont très beaux. Il n'y a pas de souci, le Temple d'Or, il n'y a aucun souci. Tokyo, même Gion d'ailleurs à Kyoto, même certains coins de Tokyo, tu es obligé d'aller quand tu as appris la pop culture japonaise via ce qui sortait de Akiba ou de Harajuku, tu es obligé d'y aller, tu es obligé de faire le Shibuya Crossing. Sauf que encore une fois, c'est quelques endroits et le Japon vaut plus que quelques clichés. Une fois que tu l'as fait, now what ? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Et du coup, c'est là où c'est intéressant de pas se j'ai le mot en anglais, je suis désolé, de pas se coller, voilà, c'est ça, aux simples photos Instagram. Une fois que tu l'as fait, tu l'as fait. Il y a tellement plus à voir, et il y a tellement plus à voir, même plus authentique et même moins fréquenté. On va continuer justement. Alors après Nara, lui au Tabunka, il est parti ailleurs,
Attendez, non, avant d'enchaîner sur Otabunka, c'est vrai qu'on était bien parti pour le coup. Ouais, tu pouvais enchaîner en plus. On va enchaîner. Bon, allez, vas-y. Enchaîne et après Après, on fera la bataille des décennies, ça marche. Allez, très bien. Donc, comme je disais, nous étions partis sur Nala avec donc Léa Yuna qui a visité Nala, accompagné évidemment, vous l'aurez compris, avec donc des vidéos, etc., etc. Bah, c'est pareil pour Otabunka, qui lui est allé dans une autre région. Et ben, il va nous expliquer. De ton côté aussi, du coup. Ouais, de mon côté, je suis parti à la préfecture de Fukui. Donc, très belle préfecture. Donc, Fukui, c'est la préfecture. Donc, il y a une ville qui est de Fukui, mais la préfecture, donc il y a plein de mini-villes, donc je suis allé un peu partout. Et moi, de mon côté, j'ai jonglé entre temples et activités. Beaucoup d'activités et pas mal de temples. Et sinon, alors, à Fukui, si vous aimez les dinosaures, c'est l'endroit principal où on peut trouver plein de dinosaures parce que c'est là où on a trouvé le premier dinosaure au Japon. Le premier fossile, pardon, le premier, oui, c'est une dinguerie sinon c'est le dinosaure. Voilà, le plus ancien fossile. Et ce qui est fou, et du coup, ils ont créé là-bas, là où ils ont trouvé ce fameux fossile, un parc préhistorique, donc pour avoir tous les fossiles, tout ce qu'on a trouvé au Japon. Et là-bas, c'est magnifique, c'est l'un des plus grands du monde, et c'est le plus grand du Japon. Donc c'est magnifique. Et au-delà de ça, vu que c'est très connu pour les dinosaures, quand tu arrives donc à la gare, il y a plein de dinosaures partout. Il y a un gros T-Rex gigantesque qui bouge en plus. Donc tu peux prendre des photos. Il essaie de te bouffer. Enfin, c'est trop drôle. Et il n'y a pas de touristes sur les photos. Et il n'y a pas de touristes sur les photos. Moi, je suis tout seul. Hein. Vraiment, je suis là comme ça. Je prends la photo et je me dis mais enfin, il y a des gens qui prennent en photo, mais c'est des Japonais. Ouais. En fait, c'est juste des Japonais qui sont là en mode bah oui, je suis un touriste mais japonais quoi. Et au-delà de ça, donc j'ai visité pas mal de temples. Il y a un temple que je conseille à tout le monde. Alors j'ai oublié le nom. Super. Mais c'est là où on a un Daibutsu, donc les fameux Bouddhas. Donc un Daibutsu, mais à l'intérieur d'un temple. Et c'est le plus grand Daibutsu dans un temple. Plus grand que celui de Nara? Oui, beaucoup plus grand. Mais c'est le plus grand du Japon, je crois, celui que toi t'as vu. En fait, ils m'ont dit que c'était le plus grand du Japon, mais je sais pas si c'est le plus grand de base ou c'est le plus grand dans un temple. Okay. Mais il est énorme. Quand je l'ai vu, donc j'avais vu celui de Kamakura, si je me trompe pas, c'est Kamakura. Hein. Mais celui de Kamakura est plus petit. Puis il est en plein air, je crois. Et il est en plein air. Voilà. Et donc, mais même celui en plein air est plus petit que celui que j'ai vu à l'intérieur. Donc c'est pour te dire la taille du truc. Et je le conseille à tout le monde parce que tous les matins, donc à 8h du matin ou 9h du matin, ils mettent une sorte de fumée. Et en fait, tu peux faire des photos mais magnifiques où devant le temple, tu peux marcher en fait devant le temple et il y a un effet de fumée comme si tu arrivais dans un lieu un peu mystique. Et encore une fois, quand j'y suis allé, et je ne rigole pas, je suis resté 1 heure là-bas pour faire du coup mes activités. En 1 heure, il y a eu un couple et c'était un couple de Japonais qui sont venus visiter. Et le tourisme, c'est moi tout seul et des Japonais qui sont venus visiter. Et à côté de ça, on a donc le quartier de Gion à Kyoto qui est surpeuplé, etc. Donc là, on touche du doigt le nœud du problème. C'est exactement ça. Et en fait, je pense que c'est ce que les Japonais, en voulant faire venir des Occidentaux ici, au Japon en tout cas, c'était de vraiment montrer ce problème-là et de l'indiquer dans nos vidéos en disant « mais venez !» Il n'y a personne. Si vous voulez faire des photos, des belles photos, là, si tout ce qui vous intéresse, c'est de faire de belles photos, mais venez. Parce que Kyoto, vous n'allez pas faire de belles photos. Il y aura trop de gens. Tokyo, pareil. Et si vous faites de belles photos, vous allez devoir attendre 10 minutes pour toujours la même chose. Et au-delà des photos, il y a plein d'activités diverses qu'on peut faire dans ces villes où on est accompagné par des vrais Japonais, des vrais natifs, avec toute une culture qui transmettent avec plaisir aux étrangers. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Je suis d'accord. Moi, les Japonais que j'ai rencontrés là-bas dans ma préfecture, ils étaient mais adorables. Et tu sentais que c'était pas ce qu'on appelle souvent au Japon le tatemae. Le tatemae qui est être tout souriant alors qu'au fond on le pense pas forcément. Mais c'est parce que le Japon le veut ainsi et on met une barrière en disant haha tout va bien alors que des fois pas forcément, mais nous on se sent bien et même toutes les personnes qui viennent au Japon se disent oh ils sont tellement gentils et agréables. C'est le tatemae. Et bah au Japon, enfin en tout cas dans les préfectures où on est allé, on avait vraiment l'impression que c'était pas du tatemae mais qu'ils voulaient vraiment nous aider, qu'ils voulaient vraiment transmettre leur savoir. Exactement, je suis d'accord. Pour en terminer avec ce road trip, est-ce que vous êtes parvenus à vous croiser les uns les autres?
parce que vous êtes tous partis dans des régions différentes. Est-ce qu'on est parvenu à se croiser? On s'est vu au début parce qu'on est partis ensemble à Universal Studios et on a vu aussi L'exposition universelle. C'est ça, exactement. L'exposition universelle. Donc ça a duré une journée. Donc toute la matinée on a fait Universal Studios et l'exposition universelle l'après-midi. Ça s'est super bien passé. On a adoré. On était ensemble, puis là on s'est totalement dispersés et à la fin on s'est retrouvés au même point où on s'était trouvé le jour d'avant, donc à Osaka, pour se dire au revoir. Ok. Et après tout le monde est parti un peu dans son coin. Chacun est parti. Là, il y a eu un ending qui s'est lancé dans le ciel et chacun est parti de son côté. C'est ça, voilà. Ou un crayonné comme dans certains animés et to be continue dans quelque sorte. Voilà. Ouais, Et c'est un peu ça. Exact. Ok. Très bien.
Il me parle d'ending, alors moi je leur balance un ending, évidemment. Maki Otsuki avec Memories, le tout premier ending de One Piece. Tout à fait. Maki Otsuki, qui d'autre que Maki Otsuki pour porter fièrement le drapeau de la préfecture de Fukui? Oui, elle est de Echizen. C'est un petit peu décalé par rapport à Fukui, c'est plus en allant sur la côte en descendant en réalité. Après Fukui, c'est quoi? C'est Tottori? Je sais plus exactement. Bref, je ne sais, je connais plus. Mais justement dans les préfectures là, wow. Tu me demandes la géographie japonaise de ce côté-là du Japon. Ouais, effectivement. Compliqué, là. C'est un peu compliqué, j'avoue. Mais globalement, oui, c'est en descendant sur la côte, en allant plus bas. Et alors, j'ai hésité avec une autre artiste qu'on avait aussi présentée à Muteki, qui est beaucoup moins connue, mais elle avait fait Japan Expo en 2022. C'est Seri Kana, qui est aussi de cette même préfecture et de cette même ville. Les deux sont originaires de Echizen, à côté de Fukui. Voilà, c'est comme ça. Et devant la gare de Fukui, il faut savoir qu'il y a un gros dinosaure qui vous attend quand vous sortez de la gare. C'est très amusant. Allez sur Google Maps, hein, simplement. Hein, renseignez-vous. Moi, j'y suis pas allé, hein, mais simplement, allez vous promener, même sans jouer à GeoGuessr, hein, juste pour le plaisir, des fois, pour regarder un petit peu comment ça se passe. Et vous avez un gros dinosaure qui vous attend. Mais il a raison, Otabunka, de parler du fait que c'est des coins qui sont pas connus mais qui sont tout aussi authentiques, voire même encore plus authentiques si vous cherchez du Japon véritablement authentique, et c'est le mot. Vous avez des scènes incroyables avec zéro personne autour de vous. Ouais, tout à fait. Après, comme tu le disais, Léo, c'est vrai que les gros spots touristiques qui sont incontournables, et il n'y a pas le choix, effectivement, la première fois qu'on va au Japon, pour nous en Europe, c'est à l'autre bout du monde, c'est un peu normal de faire les poncifs du genre, d'y aller aussi aux bonnes heures, c'est-à-dire que à 6h du mat, vous avez personne. Alors évidemment, il faut se lever. Ouais, mais quand tu fais un voyage pour visiter, il faut y aller. Hein. Sauf que le soleil se lève très tôt au Japon. Aussi, ouais. C'est une histoire de fuseaux horaires, etc. Voilà, exactement. De positionnement, l'inclinaison de la planète, enfin plein de trucs. Quoi. Voilà, de plein de trucs, mais ce qui fait que en fait, le soleil se lève à 5h30 globalement. Oui, parce que la Terre est ronde, donc il y a l'inclinaison. Big up les platistes. Big up les platistes. Exactement. Elle était pas plate. Okay, ça explique pourquoi ça se lève tôt au Japon. Enfin, en tout cas à Tokyo. Et donc voilà pour l'interview, la deuxième partie de l'interview de Otabunka et Léa Yuna, qui se termine avec ce petit clin d'œil à l'Expo universelle, puisqu'on avait détaché la partie Expo universelle qui vient après en fait, et qu'on avait passé lors de la toute première partie de notre rencontre avec cet adorable petit couple, avec la Miss qui promène son geek, puisque c'est ça techniquement le gimmick qu'on trouve sur les réseaux sociaux, exactement. Ensuite, on va enchaîner sur un tout autre univers. Alors lui, il est très très fréquenté. Ah, lui, il est ultra fréquenté, effectivement. Voilà. Virtuellement, en tout cas. Je vous ai préparé donc pour cette semaine une bataille des décennies sur Zelda. Ouais. On va passer 2 extraits. Vous pourrez voter ainsi sur les comptes réseaux sociaux de Muteki, notamment sur Instagram et TikTok, je crois. Et donc, du coup, vous pourrez aller dessus pour voter pour... évidemment, pour le premier du choix, c'est issu de Legend of Zelda sur la version NES de 1986 par Koji Kondo. Donc le War Theme. Allez, c'est parti, je vais le passer. Attends, parce que du coup, je suis gêné dans ma... J'ai des anecdotes, donc je le calme. Non, mais je suis gêné dans mes propres mouvements, tout bêtement. Hein. Ça, c'est ma faute, etc. Voilà, c'est parti. Et vas-y, du coup. Et du coup, évidemment, thème principal de Zelda 86, Koji Kondo était embauché par Nintendo en 1984. Et il faut savoir que cette mélodie héroïque a été conçue pour rejeter plein de petits tweaks à droite à gauche. Mais surtout, Koji Kondo serait inspiré du groupe de rock anglais Deep Purple, notamment de leur morceau April de 1969, pour cette thème. Et j'ai écouté April. Ouais, en fait, oui, complètement. Il s'inspire complètement des April de Deep Purple, complètement. Donc, tu me fais une feinte comme ça, je vais aller le chercher du coup maintenant. Et donc, il semblerait que le thème d'Hyrule trouve ses racines dans le rock progressif des années 70. Et aussi, a priori, dans le boléro de Ravel. Mais le problème, c'est que c'est surtout le fait que ils n'avaient pas forcément les droits. Oui. Alors, plutôt que de s'acharner à essayer d'acheter les droits ou quoi que ce soit, autant créer quelque chose qui soit un peu dans la même vibe. Et je pense que c'est une bonne idée de s'être inspiré du rock, du hard rock, du rock progressif des années 70. Et donc ça c'est le premier thème. Et le deuxième thème c'est beaucoup plus récent, 2023, de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Le thème principal composé par Manaka Kataoka,
Donc on va l'écouter. Hein. Eh ben c'est parti. Et on va passer juste un extrait parce que il va falloir voter. Exactement. Donc c'est Manaka Kataoka, compositrice chez Nintendo depuis 2006. Elle a composé quoi avant? Alors je ne sais absolument pas. Animal Crossing et Wii Fit. Et donc du coup, quand les fans ont appris que c'était elle qui composait le thème de Zelda, ils étaient un peu inquiets, voire paniqués, parce qu'ils se sont dit oh là là, des thèmes d'Animal Crossing dans mon Zelda, on a été déconné. Et puis finalement, incroyable, là tu peux remettre à fond parce que les mélodies épiques, les trucs comme ça, elle maîtrise aussi, donc tout va bien. Oui, mais pour l'avoir en entier, il faudra voter. Exactement, mais voilà. Donc du coup, c'était très drôle parce que, non, c'est pas parce qu'elle a fait Animal Crossing et Wii Fit qu'elle peut pas faire des thèmes épiques et des trucs qui sont cool pour Zelda. D'ailleurs, c'est une OST qui tue. Enfin, franchement, Tears of the Kingdom, c'est vraiment. Et je propose une chose par contre, c'est comme le thème de l'Overworld. Là pour le coup, il part avec un petit temps de retard parce que c'est vraiment un thème tout petit. C'est-à-dire qu'il va faire 1 minute 30 là où en fait le thème de Zelda Tears of the Kingdom il fait 2,45. Donc moi ce que je propose c'est que si vous votez, alors voilà, vous votez pour votre préféré pour qu'il passe en entier à l'antenne et comme c'est tout petit le thème de l'Overworld de Zelda sur NES, si c'est Zelda sur NES qui l'emporte, eh bien on passera à un deuxième track de ce même Zelda sur NES. Il n'y a pas non plus 36 000 tracks, On mais pourra même le comparer avec Deep Purple si tu le retrouves. je l'ai. Ah oui. Je l'ai. Bon, Mais on le passera après. on va le passer après. On le Petit passera extrait plus tard. histoire de voilà. Te balader là dans les plaines d'Hyrule là, c'est bon. C'est même plus se balader dans les plaines d'Hyrule, c'est aller chercher l'aventure dans les plaines d'Hyrule. Je me que vois dis-je. me balader sur Epona. C'est ça. Exactement. Exactement. April de Deep Purple, tu me dis. Oh, alors attends, parce que du coup, 12 minutes 10. Je vais c'est pour avancer ça. un peu dans la chanson. Non, hein, et puis surtout, voilà. tu connais plus tard. Non, mais il faudra le trouver le passage. Il y a un passage. Ah, il y a un passage, Ah ok. oui, il y a un passage. Oui. Ah, là, excuse-moi, alors je pensais, d'accord. Je pensais que tu avais Ah, là, dès le tu départ. le une retrouveras, ref. tu le retrouveras, tu verras. Il a la ref? Ouais, il a la ref. Ok. Il a la ref, il a la ref. Il a la ref. Ok, ça marche. On va enchaîner peut-être sur de la zik. Qu'en pensez-vous? Et puis ensuite, après, sur nos news. Pas de Sans problème. problème. Allons-y. Alors, après, j'avoue que je suis assez dubitatif. Après, il est 9h44, si tu veux le temps de chercher, j'ai des news. Hein. Tu as une news? Vas-y, J'en ai plein, même. une J'en ai news plein. et je te lance une Enfin, j'en ai musique, plein. vas-y. J'en ai 3. Tease-nous. Trois Trois news. Let's go, La alors, news vas-y. principale de tout le Japon, c'est évidemment la victoire des Dodgers. Ah, Back-to-back champions, comme on dit, avec Yoshinobu Yamamoto en MVP des World Series. Yamamoto, Sasaki, Otani, enfin c'est la légion japonaise, un truc de fou furieux. Exactement, et c'était donc malheureusement, j'ai vu le résumé du 7e match, puisque ça s'est joué en 7 matchs, ça s'est joué sur 11 manches, c'était n'importe quoi. Les Américains disent que c'est la plus belle des World Series, le plus beau des World Series de tous les temps. Bon, on va peut-être pas employer tant de superlatifs, mais effectivement c'est un des meilleurs. Pour le coup, c'est un des meilleurs World Series, effectivement. Ok. Et les Dodgers, surtout, sont revenus du diable vauvert, c'est une vieille expression, pour remporter une victoire 5-4, mais alors vraiment de loin, parce que les Toronto Blue Jays n'avaient que 2 outs à faire pour devenir champion de baseball, mais ils n'ont pas réussi à faire ces 2 outs et ils se sont fait rattraper sur un home run de Rojas et ensuite un home run de Will Smith, le catcher. Évidemment, le héros, c'est Yoshinobu Yamamoto parce qu'il devient le 2e japonais déjà MVP des World Series après Hideki Matsui en 2009. Et surtout, il n'a pas eu de jour de repos. Il a lancé 3 fois durant les World Series, dont 2 jours de suite. Ce qui est absolument incroyable puisque la veille au 6e jeu, il lance tout le jeu. C'est-à-dire qu'il lance les 9 manches. Et là, il lance les 2 dernières manches, la manche 10, la manche 11. Et il élimine les mecs. Enfin, franchement, effectivement, c'était incroyable. Et donc voilà, c'est du jamais vu. 3 titres en 6 saisons pour les Dodgers. Du jamais vu depuis les Yankees de New York depuis des années 2000. Oui. Voilà. Donc c'était assez incroyable. Et donc Otani est évidemment devenu de plus en plus légendaire parce qu'il est arrivé, il fait que gagner. En fait, depuis qu'il est arrivé, il gagne. Bravo. Voilà. Juste bravo. Juste Alors ça. ensuite, Juste très vite, il y a eu un article que je vous invite à lire si vous lisez en anglais sur
une skateuse que je ne connaissais pas, qui s'appelle Judy Oyama, qui est américano-japonaise, et qui a 66 ans. Qui fait toujours du skate. Ok. Et donc, elle a surtout, son parcours a commencé en 1973 à 13 ans sur la planche bricolée par son frère. Et elle est devenue une femme qui a survécu dans le monde du skate, parce que vous autant dire que c'est très masculin comme monde. En plus. Et surtout, elle a eu un peu de mal à s'incruster dans ce circuit. Mais elle est devenue championne du monde de slalom en skate en 2003. Intronisée au Skateboarding Hall of Fame. Et donc, depuis, heureusement qu'elle était là, puisque du coup, les jeunes japonaises ont brillé à Tokyo, souvenez-vous, ils ont remporté plusieurs médailles d'or, et c'est probablement grâce à elle. Donc, si vous voulez vous lire l'article, c'est très intéressant. Elle s'appelle Judy Oyama. Sur quelle plateforme? Sur Japan Times. Le Japan Times, ok. Le Japan Times. Les pages sport. Est-ce que tu en as eu dernière encore, news, voilà. c'est juste un résultat sur la Coupe Livain en foot avec les San Francisco. C'est la Coupe de la Ligue, techniquement. Sanfrecce. Les 3 flèches. Hiroshima. Sanfrecce. Hiroshima qui ont donc remporté la Coupe Livain devant les Kawashi Reysol. Voilà. Kashiwa Reysol. Et on passe peut-être alors au sumo. Excuse-moi. Non, mais juste la ville l'angouir. Amical de handball, je vous ai parlé de Macédoine du Nord Japon. Les Japonais ont gagné. Bah oui. 32-31. Non, mais attends, il faut les prendre au sérieux. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Voilà, allez, ça, Elias, du coup. Et pour terminer les news sportives, attention, on va pouvoir parler rapidement du sumo. C'est bon, on a la date du tournoi pour en fait ce dernier tournoi d'année. En effet, ce sera du coup du 9 au 23 novembre à Fukuoka. Et comme d'habitude, j'ai pu regarder du coup le Banzuke et on va avoir du coup Nodo Yokozuna qui reviennent toujours en liste. Aonishiki qui d'ailleurs a monté de grade, du coup on va pouvoir le revoir encore une fois. Et bien sûr une ribambelle d'autres Rishiki qu'on a hâte de voir combattre. Et oui, effectivement, c'est à Fukuoka tout le temps. Enfin, la fin d'année se fait toujours à Fukuoka. Allez, on enchaîne sur Selikana, puisque du coup j'hésitais entre les deux et qu'on a quelques minutes tout de même, et ensuite on va enchaîner sur les quelques dates de concerts du mois de novembre, même si le mois de novembre est déjà un petit peu entamé, mais tout de même il y a pas mal de scènes et de groupes d'artistes japonais à découvrir sur les tréteaux de France, de Navarre, de Belgique et de Suisse. L'artiste Selikana, elle est aussi de la préfecture de Fukui, elle est venue à Japan Expo en 2022 et la chanson c'est Mr. Dawnbreaker.
juste à l'instant Céline Kana avec Mr. Dawnbreaker et donc une artiste, encore une fois, de la préfecture de Fukui. On a tout oublié dans cette émission, évidemment, pour nous appeler 0478 39 18 15. Autant le faire à la fin. Si on a oublié de le faire au début, autant le faire à la fin. 0478 39 18 15, évidemment, comme toutes les semaines pour nous joindre sur téléphone. On peut encore nous appeler. Ça sonnera pas, hein, vous inquiétez pas, évidemment. Il y aura juste un flash lumineux. C'est comme ça que ça se passe dans les studios. Et évidemment, vous pouvez nous retrouver sur mutekicharadio.fr et sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et tout. Et tous les samedis matins sur Radio Canu et bien sûr sur notre Twitch. Évidemment, pour les concerts à venir, on a alors celui dont on a parlé dont on a parlé la semaine dernière, c'est Hyde au Bataclan. Ce sera le 14 novembre. Je doute qu'il reste encore des places. Je suis en train de regarder, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Sinon, il y a bien entendu, bien sûr, les sites de revente officiels. Je vous invite plutôt à regarder ça du côté des sites officiels. On a aussi Hanabiye qui est en plein dans sa tournée. C'est ce soir en fait le concert de Hanabiye à l'Élysée-Montmartre. Et là par contre c'est officiel, c'est marqué dessus, c'est complet, c'est marqué sur le site. Par contre, le lendemain, le dimanche soir, elles sont en concert à Bruxelles, à l'ancienne Belgique, si vous souhaitez les voir. Par contre, pas très loin de la France, il y a aussi un concert à Cologne, et là aussi, malheureusement, il est déjà complet, hélas. Mais à Bruxelles, il reste encore des places. Petit passage aussi à Toulouse, ce sera le 28 novembre à la Cabane, le 28 novembre, donc là, par contre, il reste encore quelques places. Puisqu'on est dans les grosses guitares aussi, le groupe qu'accompagne notre invité de la semaine dernière, Louis, à qui on fait des gros bisous, Devilouf, gros groupe de metalcore avec peinturlurage sur la figure, mais c'est pas un groupe de visu, attention, ne confondons pas. On est vraiment sur une scénographie plus vraiment metalcore. Et ce sera au FGO Barbara en fin du mois, le 29 novembre. Le lendemain, ils seront à Japan Touch, sur la scène de Japan Touch à Eurexpo. Tout à fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a j'allais dire, comment s'appelle ? Je cherche un petit peu. Damned, voilà, effectivement, pareil, sur de la grosse guitare. Mais non, mais en plus, en fait, le souci avec les groupes de métal, c'est qu'ils ont des graphismes pour leur nom qui sont assez compliqués à lire. Avec un passage à Londres, ce sera la date la plus proche, ce sera le 7 décembre prochain. Avant ça, on a d'autres scènes à vous annoncer, avec notamment le t-shirt que je porte. Si vous nous voyez sur Twitch, je porte un t-shirt du gros Tadzik LGTDZ Alpha. Et évidemment, ce sera le 27 novembre prochain. Et ce sera les 14 ans de ce projet qui est à la fois une web radio, à la fois un ensemble de concerts, de spectacles, et puis à la fois d'une certaine façon presque un homme orchestre. Il organise tout, un indépendant bien entendu, Alpha, à qui on fait d'énormes bisous, avec en plus de ça une invitée australienne qui est Erika Tuccieri, avec toute l'équipe évidemment de LGTDZ, et ce sera au Périscope. Le Périscope, c'est à Perrache, c'est juste derrière la gare de Perrache. Autre concert, ce sera le lendemain d'ailleurs de Hyde, comme ça permettra de boucler la boucle. Le 15 novembre prochain, Yuzu Natsumi revient en France. Yuzu Natsumi, on l'avait reçue à l'émission, on avait fait une jolie petite interview, et elle joue du shamisen. Un shamisen d'ailleurs customisé avec un petit Yuzu dessus, d'où le nom du projet musical qui va avec. Et elle va jouer à Marny-les-Compiègnes. Qu'est-ce qu'elle va faire en Picardie profonde ? Il se trouve qu'il y a un festival qui s'appelle Fou d'Histoire. Et si vous avez suivi l'interview, et on vous invite d'ailleurs à retrouver l'interview, elle est tout à fait trouvable sur nos archives, l'ABC des invités. Vous allez sur mouteki-radio.fr et vous allez sur l'ABC des invités. Il y a l'interview de Kaya par exemple qu'on a mis en ligne dernièrement. Vous avez beaucoup d'interviews, que ce soit Yoshiki ou que ce soit Starry Sky ou que ce soit je ne sais pas moi, Ken Nakamatsu, n'importe qui. Bref, on a vraiment tout ce qu'il faut. Et il y a aussi l'interview qu'on avait réalisée de Yuzu Natsumi, et elle nous avait confié qu'elle était dans un groupe de préservation de musique traditionnelle, polyphonique féminine dans sa région d'origine.
au Japon. Et donc ça donne une certaine cohérence à cette démarche donc du concert de Yuzu Natsumi le 15 novembre prochain au festival Food Histoire à Marny-les-Compiègnes. Je regarde si j'ai d'autres infos. Évidemment, Takashi Mizu avec Hervé Morisot, on l'avait déjà dit, le 22 novembre prochain au bar El Socalo. Et puis pour le reste, je crois qu'on avait fait un petit peu le tour de la question. L'ouverture également prochaine du musée du jeu vidéo à Arcueil avec MO5. Ce sera en décembre prochain. Ça avait été annoncé donc la semaine dernière lors de Paris Games Week. Et puis, on rappelle, puisqu'on parle de jeux vidéo, eh bien que ce week-end, c'est le Japan Game Festival à la salle de la Ficelle, métro et non. Du coup à la Croix-Rousse, sur le plateau de la Croix-Rousse à Lyon, que dans ce même temps on a aussi la Lyon eSport, donc la célèbre LAN Lyon eSport qui se relance cette fois-ci du côté de Rieux-la-Pape, l'espace où c'est longtemps fait le mix-up. Je ne sais pas si c'est encore le cas actuellement, mais ça a longtemps été le fief du mix-up à Rieux-la-Pape. Donc c'est ce week-end là aussi. Hier soir il y avait le concert d'ouverture avec le Holonest Orchestra. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? Il y a aussi une expo de jeux vidéo et voitures, et ça se passe du côté du musée Henri Malartre, le musée de l'automobile à Rochetaillé, à côté de Neuville-sur-Saône. Voilà, je crois qu'on a enfin fait le tour de la question. Tour, oui, Voilà. un sacré tour. Léo, est-ce que tu veux qu'on finisse avec quelque chose de ton cru éventuellement ? Il y a deux possibilités. Sachez que je suis allé voir le film de Chainsaw Man. Je sais pas si j'ai dit la semaine dernière, mais en tout cas. Non, tu l'avais pas dit. En tout cas, c'est de la balle. Je sais pas quoi veut dire d'autre. Déjà, le personnage de Rezé, c'est. A priori, ouais. Alors, mais. Fait du succès, voilà. Ça. Déjà, dans le manga, elle m'avait énormément plu, alors qu'elle apparaît de quoi 10 chapitres, même pas. Enfin, elle va et vient. Et c'est un win. Et c'est un win dans le manga. Mais alors, dans le film. Je sais pas si je tombe amoureux, mais quand même quoi. Ah. C'est quand même c'est quand même, enfin, elle est incroyable. Le film est donc vraiment à regarder, enfin à aller voir. S'il est toujours au cinéma, parce que c'est quand même compliqué les films d'animation au cinéma pour durer longtemps. C'est la 3e semaine là. Donc j'ai compris, je pense que je vais passer justement. Donc tu peux passer T'avais passé le opening, je crois. On avait passé l'opening, on n'avait pas passé l'ending, et donc c'est Jane Doe. C'est Jane Doe de Kenshin Yonezu et Utada Hikaru pour le ending. Allez, c'est parti, on se quitte avec ça. Portez-vous bien. Vive le son japonais. Ciao. Tchosa. Jamatane. J'ai oublié de le dire, comme d'habitude. まるでこの世界で二人だけみたいだねなんて少しだけ夢を見てしまっただけつま先に突き上がり花束の香り指に触れる指さよならもう行かなきゃ何もかも忘れてガラ